Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Il y a un webinaire qui est donc pour les psychologues de l'éducation nationale, qu'ils soient dans le premier degré, dans le second degré, et également les collègues qui travaillent dans les établissements du privé. Et je remercie l'ANPEC, l'Association nationale des psychologues de l'enseignement catholique, pour avoir relayé l'information pour ce webinaire de ce soir. Ce webinaire de ce soir est à l'initiative donc co-organisée par l'AFPEN, l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, et puis donc par la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est, me semble-t-il, représentée par Nicolas Helaïc Wagner. Donc merci beaucoup pour cette initiative avec des liens qui avaient été créés par notamment Gabi Kayser-Weber, un peu au moment du Covid, je crois. Il y avait eu des échanges avec une plateforme, mais vous allez nous en parler, Nicolas, sur la vie, la mort, on en parle. Et donc, je vais maintenant vous laisser la parole, Nicolas, et probablement je reviendrai en fin de ce webinaire pour dire un petit mot de fin. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vois que on nous entend même jusqu'à Tahiti, c'est formidable. Nicolas Wagner, je suis doctorant en sociologie au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et je m'occupe du groupe de travail Jeune Génération de la SFAP, qui est donc effectivement la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Pourquoi est-ce que les soins palliatifs se sont intéressés à ces questions? Ce groupe de travail, finalement, il a maintenant 7 ans d'existence et il se propose depuis sa genèse de réunir le monde de l'éducation, le monde de la santé et le monde de la recherche pour essayer de penser la place de la mort dans notre société, objectif fort ambitieux et plus spécifiquement d'interroger comment parler de ces sujets, de la question de la fin de vie, de la question de la mort, la question du deuil aux enfants et aux adolescents, comment accompagner les situations auxquelles ils et elles peuvent être confrontés, et notamment la question de l'orphelinage et du deuil. Et donc pour cela, on a initié un dispositif, donc comme l'a indiqué Laurent, qui s'appelle La vie, la mort, on en parle, qui se veut être un volet d'information, un volet de formation et un volet de recherche sur ces sujets. Volet d'information qui est donc incarné au quotidien par le portail La vie, la mort, on en parle.fr, qui se veut un portail de ressources pour tout professionnel et tout adulte qui accompagne des jeunes, dans le cadre familial, comme dans le cadre scolaire, comme dans le cadre de relations thérapeutiques, et qui donne donc des pistes pour comprendre et des repères pour accompagner, avec des petites notices d'information qui ont été rédigées par des praticiens, avec une sélection et des recommandations bibliographiques, cinématographiques, musicales, avec des exemples de bonnes pratiques, et enfin une cartographie des acteurs dans chaque territoire. Tout récemment, on a réalisé une petite vidéo que je vais vous passer, qui dure 1 minute et demie, qui vous présentera un petit peu ce portail. Il n'est jamais évident d'évoquer la question de la mort et du deuil avec des enfants et des adolescents. Il est pourtant essentiel d'ouvrir des espaces d'expression et d'accompagner les jeunes confrontés à des situations complexes. C'est pour aider les adultes que le portail La vie, la mort, on en parle.fr a été créé. Il ne fournit pas de réponse clé en main, mais donne des repères pour comprendre et des pistes pour accompagner. Vous y trouverez des notices synthétiques, des recommandations bibliographiques, cinématographiques et musicales, des exemples d'initiatives et un carnet d'adresses d'acteurs ressources. Bonne navigation, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ça vous donne très rapidement un petit éclairage sur ce portail, qui est donc le premier volet de notre action. Le deuxième, c'est des actions de formation, donc à destination des professionnels de soins palliatifs et des professionnels de l'éducation nationale dans les rectorats, en formation continue essentiellement. Et enfin, un troisième volet représente et qu'on incarne ce soir, de recherche en sciences humaines,
en psychologie et en sociologie principalement, en partenariat avec l'Université Paris-Cité et le laboratoire de psychologie, psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris-Cité et avec le laboratoire formation et apprentissage professionnel du CNAM. Euh, et donc, dispositif de recherche dans le cadre duquel on s'attelle à débroussailler un petit peu des sujets qui sont encore assez peu explorés dans la recherche. On s'est intéressé ces dernières années à la question de la scolarisation des jeunes en situation palliative, et ce sera l'objet d'un assez gros projet qui nous occupera les 4 prochaines années également. On s'intéresse encore cette année à la question du deuil des jeunes aidants d'un proche malade ou en situation de handicap et parfois en fin de vie. Ça pourrait être éventuellement l'objet d'un autre et futur webinaire. Et l'an dernier, avec donc Cécile Flau et Laure Salomé, et grâce au soutien de la Fondation OCIRP, on s'est intéressé à la question de la scolarisation des jeunes orphelins en partant de quelques constats, mais qui vous seront rappelés au cours de cette soirée. Le constat qu'il y a 610 000 jeunes orphelins de moins de 25 ans en France, donc en moyenne un jeune orphelin par classe. Le constat que l'orphelinage a des incidences multiples sur la construction identitaire, sur la vie sociale et affective, sur la santé physique et mentale de ces jeunes. Et le constat que finalement les professionnels se sentent et se disent assez souvent démunis, sont assez peu formés en formation initiale et continue. Si je dis pas de bêtises, c'est moins de 6% des enseignants qui ont été sensibilisés à la problématique de l'orphelinage au cours de la formation initiale. Et que pour autant, s'ils se sentent démunis, les professionnels estiment que accompagner ces jeunes fait pleinement partie de leur mission. Plus des 2 tiers des enseignants, en tout cas dans les enquêtes, le considèrent. Et donc, fort de ces quelques constats, on a interrogé l'an dernier, dans le cadre d'une recherche qualitative, 25 enseignants de la maternelle au lycée, pour essayer de mieux comprendre finalement leur représentation des jeunes orphelins, les pratiques, les ajustements émotionnels qu'ils développent face à cette situation, les difficultés éventuelles qu'ils et elles expriment et ressentent, et les ressources aussi qu'ils et elles mobilisent. Et donc, c'est un petit peu les résultats de cette recherche qu'on souhaitait vous présenter ce soir. Pour répondre à la question que je vois apparaître, effectivement, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay dans les prochains jours. L'organisation ce soir, ce qu'on vous propose, c'est déjà un premier éclairage et cadrage sur la question des jeunes orphelins. Qu'est-ce que la recherche qui en France s'est développée depuis une dizaine d'années de ce que la recherche nous dit. Et donc c'est Martin Julier-Coste, qui est socio-anthropologue, qui ouvrira ce premier temps. Ensuite, Laure Salomé nous présentera donc les principaux enseignements de la recherche qu'elle a conduit l'an dernier, qui sera publiée dans les prochaines semaines. Et enfin, on aura un troisième temps animé par Cécile Flau, qui est maîtresse de conférence en psychologie à l'Université Paris-Cité, autour de 2 vignettes cliniques que nous présenterons, Sarah Abat et Annie Vigneron, avant d'avoir un petit temps d'échange et de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà au fil des présentations, si vous en avez, à poser des questions. Vous avez 2 interfaces possibles, le volet discussion et l'interface questions-réponses. Et donc, Richard et Gabi modéreront ce temps et présenteront à l'oral vos questions. Voilà, un grand merci pour votre participation et je laisse la parole à Martin Julier-Coste. Donc du coup, je vais déjà me présenter pour aller vite. Donc du coup, moi, je suis Martin Julier-Coste, je suis socio-anthropologue. Donc du coup, je suis docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg, en fait, et je me nomme et je me définis comme socio-anthropologue puisque du coup, je suis docteur en sociologie, mais j'utilise aussi la discipline de l'anthropologie pour réfléchir des thématiques qui nous occupent là aujourd'hui, en tout cas ce soir, autour de la fin de vie, des décès, du mourir évidemment, et de la question du deuil. Et cela depuis près une bonne vingtaine d'années, en fait, avec une méthodologie dite qualitative et compréhensive. Donc c'est vraiment dans cette approche-là que je me situe. C'est-à-dire que j'interroge des professionnels et des personnes qui ont vécu ou qui vivent des deuils plus ou moins récents. Et je les questionne pendant plusieurs heures avec des entretiens semi-directifs et où je les observe en situation, que ça soit
voilà, dans des situations de soins palliatifs à l'éducation nationale où là il se trouve, où il se trouve, et en fonction des projets que je peux mener à droite à gauche. Vraiment, ma perspective, ma démarche sur ces questions-là, vraiment, elle est complémentaire de l'approche généralement clinique et psychothérapeutique, mais elle est pour moi importante de préciser deux, trois éléments quand même pour ce soir. C'est que très clairement sur ces questions-là, généralement, on a l'habitude d'entendre plutôt des discours de psychologues, et c'est bien normal sur ces thématiques-là, et moins de sociologues ou d'anthropologues, et que c'est intéressant pour moi de discuter face à plutôt un auditoire de psychologues. Je travaille régulièrement avec les psychologues, que ce soit dans la recherche, en formation aussi ou en conférence, et on a souvent des approches complémentaires, et je m'inscris vraiment dans cette approche complémentaire, mais avec un point de vue qui est vraiment différent, et que j'ai besoin de vous donner à voir un petit peu là, pour vous faire comprendre d'où est-ce que je parle, et voilà, et qu'il y a des différences évidemment quand même majeures, et que du coup ça produit aussi des discours différents chez les personnes que je rencontre et que j'observe. Et donc du coup, ce que je vais dire, c'est aussi complémentaire, mais aussi un peu différent, et de temps en temps, on a des désaccords, d'accord, sur l'approche générale de ces sujets-là. Très clairement, je me présente face aux personnes qui vivent un deuil, par rapport aux personnes que j'interroge, par rapport aux professionnels que j'interroge ou j'observe, comme un sociologue, comme une personne qui n'est pas professionnelle et qui surtout n'est pas ni soignante ni psychologue, et qui n'a pas de mandat de soins ou de mandat thérapeutique vis-à-vis des personnes que j'interroge ou que j'observe. Et que ça change quand même pas mal la donne quand je recueille des données, comme on dit en recherche, que ce soit de l'observation ou des entretiens. C'est-à-dire que je ne suis pas associé à un psychologue. Et régulièrement, on peut me le dire. Typiquement, ah bah vous n'êtes pas un psychologue, c'est pour ça que je viens vous parler. Ou alors, ah bah tiens, ça change parce que du coup, j'ai plutôt l'habitude d'un discours psychologique là-dessus. Ou alors, ils ne font pas de distinction entre les psychologues et les sociologues, hein. Mais que ça, c'est pour moi vraiment un apport par rapport aux propos de ce soir, et d'où est-ce que je parle. Donc, je n'ai vraiment pas de visée thérapeutique dans mes observations et donc dans mes résultats. Nicolas a dit que j'allais faire une exposition, on va dire, un peu générale de l'état de la recherche. Je vais surtout parler, en fait, finalement, d'une recherche que j'ai menée avec d'autres sociologues, en fait, sur la question d'orphelins et qui sont devenus adultes et dont on a recueilli le discours pour justement comprendre comment est-ce que des répercussions dans l'âge adulte, en fait, pouvaient être, excusez-moi, l'orphelinage, en fait, le fait d'avoir perdu un parent ou les deux lorsqu'ils étaient enfants, quelles répercussions ça a eu évidemment dans les dimensions scolaires et affectives et familiales, etc., vis-à-vis de leur mémoire et de ce qu'ils en souviennent, et de les répercussions dans leur vie adulte. Et ce discours-là, en fait, nous a permis de faire des liens avec les enfants d'aujourd'hui, en fait, pour justement avoir une dimension assez large et finalement, où on est généralement très centré sur l'ici et le maintenant des orphelins d'aujourd'hui à l'éducation nationale, mais que là, avec cette perspective-là, on offre quelque chose du court, moyen et très long terme, en fait, sur justement le positionnement et l'accompagnement que des professionnels tels que des psychologues, mais aussi des assistantes sociales, des infirmières scolaires, etc., des CPE, peuvent avoir à faire lorsqu'ils sont confrontés à des orphelins. Est-ce que ça va en termes de débit et d'explication par rapport à ça? Donc, je vais essayer d'aller relativement synthétiquement et en même temps d'être relativement illustratif. D'où est-ce que je parle par rapport à ce sujet-là? Ça, j'ai pu vous le dire. Euh, Principalement, là, je vais avoir des discours très de sociologue, hein. Mais effectivement, on a couramment l'habitude dans la littérature, en tout cas en psychologie, notamment avec Magali Moninier, qui a beaucoup œuvré sur les questions des orphelins. On a beaucoup parlé d'invisibilité des orphelins à l'éducation nationale, et c'est pour ça qu'on a
aussi produit des chiffres autour de, justement, pour rendre visible un petit peu le nombre d'orphelins et combien est-ce que d'orphelins, en fait, l'éducation nationale prenait en charge d'une certaine manière. Et on a eu un discours très, à mon sens, assez négatif sur la question de l'invisibilité, en disant qu'ils étaient invisibles et qu'il fallait les rendre beaucoup plus visibles, etc., et qu'il fallait travailler autour de ces questions-là. Et que dans notre recherche, je dis notre puisque nous étions trois, en fait, on a recueilli des discours qui, justement, nuançaient un petit peu cette question de la visibilité ou de l'invisibilité en essayant de mettre justement les deux ensemble, puisque, effectivement, beaucoup d'orphelins, en fait, ont besoin, à certains moments, et très souvent, je pense, besoin d'être invisibles, justement, aux yeux de l'éducation nationale dans un sens large, aux yeux de leur père, éventuellement PIRS, hein, à l'école comme à l'extérieur, et que cette invisibilité-là leur permet aussi de se construire en tant qu'orphelins, quand ils savent qu'ils sont orphelins, hein, puisqu'après, la question de la définition, c'est encore autre chose, euh, mais que cette question de l'invisibilité n'est pas uniquement un problème. Et que c'est ce que je souhaiterais donner là comme premier point pour ce soir, c'est que la visibilité peut être intéressante et en même temps, ça va être une tension pour les orphelins de se rendre visible à certains moments et avec certaines personnes et surtout pas de se rendre visible avec d'autres personnes, que ce soit la classe, que ce soit le professeur, que ce soit le CPE ou même éventuellement un psychologue et que on voit ou une psychologue et on voit pas mal d'orphelins qui justement passent en dessous des radars et s'en portent pas plus mal. Ok. Et que ça, pour moi, ça c'est assez important. Et que là, je suis bien conscient d'avoir un discours de sociologue qui travaille surtout plutôt sur les deuils dits normaux ou en tout cas sur la normalité du deuil. C'est-à-dire que sur les questions autour du deuil en général et particulièrement chez les orphelins, on a beaucoup tendance, je dis on, c'est-à-dire la société et le sens commun, beaucoup tendance à psychologiser très très rapidement ces questions-là. Et que ça, ce n'est pas la faute des psychologues hein, en soi, c'est que chacun d'entre nous, et je le vois très bien chez les infirmières, chez les assistantes sociales qui travaillent et qui sont encore enfin, qui accompagnent elles aussi ces orphelins là à l'école, les petits gestes, les petits signes, etc., sont très très vite interprétés à la sauce psychologique telle qu'ils l'ont compris en fait. Et que ça peut être plus ou moins handicapant pour les professionnels déjà, handicapant dans le sens de ça va les biaiser dans comment ils peuvent se positionner face aux enfants, mais ça va aussi un petit peu justement les induire dans une vision uniquement psychologique de ce que traverse l'orphelin ou l'orpheline, alors qu'en fait, il y a plein d'autres dimensions qui peuvent être travaillées de leur point de vue aussi, en tant qu'assistante sociale, infirmière, enseignant, etc. Et que, d'une certaine manière, les orphelins qui sont à l'éducation nationale aujourd'hui et qui sont repérés ne sont pas nécessairement dans des besoins d'accompagnement psychologique. Et que ça, je trouve que c'est important de le dire, pas pour dire les psychologues n'ont pas leur place, mais plutôt au contraire pour dire en fait le deuil n'est pas uniquement psychologique, il peut être soutenu par un accompagnement psychologique ou soutenu par des personnes qui vont soutenir de plein de manières autres qu'en ayant une spécificité thérapeutique en fait vis-à-vis des enfants. Ça, on le voit très bien, puisque du coup, dans cette enquête-là et dans d'autres, en fait, on voit très bien que plusieurs profils d'enfants peuvent justement volontairement ne pas aller voir les psychologues et plutôt aller voir l'infirmière ou l'assistante sociale ou un professeur, etc., etc. Bien que, effectivement, le fait de savoir que je peux avoir accès à une écoute avec un ou une psychologue est important et reste important en fait. Et que cette question de l'espace, de savoir qu'il y a un espace, notamment psychologique, où je peux aller parler, il reste très, très important, même il n'est pas mobilisé. Et on le voit dans les parcours de vie des jeunes adultes et après des adultes, où en fait, plusieurs ont pu dire, moi, en fait, en tant qu'adolescent, je voulais surtout pas aller voir des psychologues, et c'est à partir de 35 ans que finalement, quand j'ai voulu avoir un enfant ou que j'ai eu un événement de vie existentiel qui était important,
là, je me suis dit, OK, j'y vais maintenant, en fait, et qui sont allés vers une thérapie après coup, en fait, et que dans le discours, en tout cas, ils le reliaient à la question de l'orphelinage, hein, et à leur questionnement existentiel, et qu'effectivement, il faut quand même donner à voir cette dimension-là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dans les besoins qu'on peut identifier justement chez les enfants qui sont aujourd'hui adultes et qu'on retranspose aux enfants d'aujourd'hui d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez essentiel qui revient, et je pense que vous l'avez déjà retrouvé dans voilà, dans vos expériences personnelles ou professionnelles, c'est un sentiment, un besoin d'être associé à toutes les décisions qui les concernent. Et que ça, c'est majeur, particulièrement chez les orphelins, c'est que beaucoup d'entre eux, en fait, ont été dissociés ou pas vraiment associés typiquement à l'organisation des funérailles ou typiquement au fait que comment est-ce que on va parler du fait que tel camarade dans telle classe a perdu son père. Et on voit qu'il y a des enseignants qui font ça très bien avec les gros guillemets, hein, mais qui vont demander directement à l'enfant et à la famille en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'annonce à la classe? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux qu'on le fasse? Est-ce que tu veux le dire toi? Est-ce que tu veux que ça soit moi? Est-ce que tu veux que ça soit ta mère, etc. Enfin, et de réfléchir vraiment directement tout de suite avec l'orphelin qui est concerné en fait par ces sujets-là et de l'associer à tout ce qui le concerne plus ou moins directement. Dernièrement, dans une autre enquête que je fais aussi sous le couvert avec la SFAP, où on évalue une formation justement auprès d'infirmières, euh, typiquement, il y a une infirmière qui nous disait très bien, elle avait deux filles qui étaient orphelines là, en janvier 2023, et qu'elle disait très clairement, une des orphelines était grande et une autre un peu plus jeune. Et en fait, sa mère lui avait très clairement l'avait laissée à l'école, en fait. Et cette gamine-là euh, passait son temps à pleurer, en fait, et l'infirmière a téléphoné à la mère en disant, mais en fait, je crois, et elle s'est permis de dire à la mère, en fait, je crois que votre fille a besoin d'être avec vous et d'être associée à ce qui se passe chez vous, et pas à l'école, en fait. Et, et du coup, évidemment, là, la mère à rectifier le tir, etc. Et on peut bien le comprendre dans plein d'autres choses, d'organiser les obsèques de son défunt, de son mari. Euh, pour autant, là, il y a eu une sorte de justesse dans le positionnement de l'infirmière de prendre son téléphone et vraiment dans une dimension proactive en disant, Madame, je pense que là, votre fille a besoin de... et que c'est aussi des choses qu'on retrouve dans le discours de jeunes adultes et d'adultes après qui ont manqué sur le fait d'être associés vraiment à tout, en fait, qui les concerne plus ou moins directement. Et après, d'avoir évidemment des décisions d'adultes, mais en tout cas de se sentir associés. Deuxième besoin qui émerge de manière assez importante, c'est le fait de retrouver une certaine normalité à l'école. Et que là, évidemment, j'ai un discours qui est orienté puisque je suis sociologue, mais c'est très clairement dans les discours des besoins j'ai besoin d'être perçu et reconnu comme un élève comme les autres, très clairement, comme les autres, mais avec cette exception-là où à certains moments, je vais attendre une toute petite attention, un regard, une note, une remarque pour justement qu'on me signifie que non, je ne suis pas quand même tout à fait exactement comme les autres et que j'ai quand même un petit statut exceptionnel, c'est que effectivement, je suis orpheline ou je suis orphelin. Et que ça, on a plein d'exemples d'adultes qui nous disent ben, tel prof, tel CPE, tel psychologue, telle infirmière, etc., a su, mais une fois, deux fois, trois fois. C'est généralement des choses très courtes et très furtives d'une certaine manière. Un regard, un positionnement, une question qui vont faire que l'enfant va savoir qu'il y a un référent et qu'il y a quelqu'un qu'il peut ou qu'elle peut mobiliser et qu'elle va utiliser ou pas, hein. Ça, c'est encore une autre question. Euh, donc, besoin de se sentir associé, de se sentir normal et de bénéficier
effectivement, à certains moments, vraiment d'une attention particulière dans l'accompagnement. Je suis à... Est-ce que dans le timing... 5 petites minutes. C'est gentil. Donc, j'espère que je suis relativement clair dans mon propos. Je me permets de faire un lien aussi, puisque je suis actuellement dans ces questionnements-là aussi, mais en ayant interrogé des infirmières justement et participé à des formations, à une formation auprès d'infirmières, je me permets de faire des liens sur les premiers résultats qu'on a d'une évaluation. Et je pense qu'il y a des liens à faire avec justement la dimension psychologique ou en tout cas les résultats et comment est-ce qu'on se positionne face à des enfants orphelins. Ce qui était assez frappant dans les journées de formation qu'on a pu faire avec elles, donc c'était évidemment principalement des femmes, et une évaluation qu'on a fait 6-8 mois après sur la formation et de quoi elles avaient bénéficié et qu'est-ce qu'elles identifiaient comme bénéfice de cette formation. Et il y avait quelque chose qui était assez important, c'est qu'elles avaient redécouvert d'une certaine manière le pouvoir et la fonction de l'écoute, mais dans une écoute qui était plus distanciée et plus distanciée par rapport à leur rapport personnel vis-à-vis de la mort, évidemment, mais surtout que du coup, où elles disaient, mais finalement, maintenant on est beaucoup plus large dans l'écoute vis-à-vis de ces enfants-là, on identifie plus les orphelins et les personnes, les enfants en situation palliative. Mais du coup, on est aussi beaucoup plus dans une dimension presque proactive vis-à-vis de ces enfants-là, qu'on identifie mieux et auxquels on va s'adresser même s'ils ne nous connaissent pas. Et que antérieurement, elle disait, ben, effectivement, je n'allais pas m'intéresser à savoir s'il y avait des enfants orphelins, ou même si je savais que tel ou tel enfant, tel ou tel élève était orphelin ou orpheline, je n'allais pas de moi-même la solliciter pour lui dire que j'étais au courant et que j'étais disponible. Et que cette formation-là, pour une majorité d'entre elles, en fait, avait permis de dire, mais en fait, si, je crée des prétextes simplement pour dire à l'élève, je suis au courant et tu peux venir chez moi dans mon espace et on peut parler. Et que pour plusieurs d'entre elles, en fait, cette dimension-là vraiment proactive leur a changé un petit peu leur positionnement, leur posture, les a rendus aussi, avec cette formation-là, d'une certaine manière plus sereines vis-à-vis du sujet, en disant finalement, j'ai pas besoin d'être psy ou particulièrement bonne ou savoir exactement quoi faire avec ces situations-là. Par contre, ce que je sais faire et que je peux faire bien, c'est déjà écouter ces élèves-là, leur donner un espace et après réfléchir avec ces enfants-là et évidemment leurs parents sur d'éventuelles solutions, mais pas tout de suite calquer ni des besoins, ni anticiper un dispositif ou une prise en charge ou des choses de cet ordre-là. Et que je trouve que c'est peut-être des constats assez évidents quand on les présente comme ça. Et en même temps, dans les discours de ces infirmières-là et dans l'expérience que j'ai chez les professionnels, en tout cas, c'est des redécouvertes, en fait, après 10 ou 15, 20 ans de pratique, etc., OK, en fait, comment je me repositionne, comment je revais vers l'enfant, comment je l'identifie, comment j'y vais sans mes rapports personnels et éventuellement compliqués avec la mort et qu'est-ce que ça me renvoie à moi. Et qu'on voit très bien classiquement que là, il y a quelque chose sur l'écoute qui revient et qui fait apparemment beaucoup de bien à ces enfants-là, qui reviennent éventuellement, plus ou moins ponctuellement. Et on voit des infirmières qui se permettent d'aller au-devant de ces enfants-là pour leur demander des nouvelles, comment ça va, etc. Et que ça, ben voilà, pour moi, ça peut être un des constats et un des intérêts de la réflexion sur l'accompagnement des orphelins aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin. Je vous ai mis dans le fil de discussion l'article, enfin, un des articles qui a été tiré de cette recherche et qui est en accès libre. Euh, oui, le lien est bien partagé, Laurent, avec les spectateurs également. Ah, si c'est pas fait, je vais Ah le oui, faire. il faut le changer. Voilà, mais en tout cas, on retrouve dans cette recherche et dans celle que va vous présenter Laure, hein, cette ambivalence ou ce paradoxe qui n'est peut-être qu'apparent entre
volonté d'une grande normalité et en même temps d'une prise en compte d'un certain singularisme, ce refus des injonctions à aller de l'avant, ce souhait d'être écouté, mais sans injonction non plus à l'écoute ou à la prise en charge dans un circuit qui serait psychologique ou autre. Et donc, bah, la transition est toute faite avec la recherche de Laure Salomé qui va se présenter et dont je vais partager les slides. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Laure Salomé, je suis psychologue clinicienne récemment diplômée. Et c'est au cours de l'année passée universitaire que j'ai pu réaliser cette étude exploratoire, donc sous la direction de Nicolas et de Cécile Flao, que je remercie, et donc qui traite donc des représentations, des pratiques et des attitudes des enseignants vis-à-vis des jeunes orphelins. Donc pour démarrer, même si je suis désolée, il va y avoir quelques petites redites, juste quelques petits éléments de contexte. Je veux bien la diapositive suivante. Je ne pense pas que c'est moi qui puisse maîtriser ça. Ça ne vous dérange pas, Nicolas? Merci. Comme ça a été dit, hein, on compte aujourd'hui environ 610 000 enfants et jeunes de moins de 25 ans orphelins en France. Donc, c'est-à-dire des enfants, des adolescents ou des jeunes de moins de 25 ans qui ont perdu un ou leurs deux parents, ce qui représente en moyenne un enfant par classe. Et on dit que 72% des enseignants ont eu un ou plusieurs élèves orphelins dans leur carrière, au cours de leur carrière dans leur classe. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme ça a été un peu dit déjà, ces situations, elles ont des répercussions multiples et une partie de ces difficultés va venir s'exprimer en milieu scolaire avec des retentissements psychosociaux, notamment des impacts sur le fonctionnement affectif, social et cognitif de l'enfant, mais aussi la littérature relève des difficultés dans les apprentissages avec une diminution des capacités d'attention et de mémorisation. Ou encore, on peut trouver également dans la littérature que ces situations, elles ont des effets négatifs sur la réussite scolaire, avec davantage d'absence, de déscolarisation, de suspension ou d'exclusion. Donc forcément, tout ça, ce n'est pas sans retentissement sur le parcours scolaire, voire sur l'orientation professionnelle de ces élèves. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, diapositive suivante, Nicolas, l'accompagnement de l'élève orphelin est un enjeu si important. Et comme cela a été soulevé dans l'étude que vient de nous présenter Martin Julier-Coste, selon les besoins exprimés par les orphelins devenus adultes, c'est quelque chose qui est un enjeu important. Et justement, cette enquête, elle vient nous donner des données intéressantes sur les besoins des orphelins. Et elle insiste aussi sur le rôle majeur que peut jouer l'enseignant. Car si l'élève endeuillé passe beaucoup de temps à l'école, c'est aussi pour lui, comme l'a dit Martin, un lieu de vie et de retour à une certaine forme de normalité. Et l'enseignant est donc en première ligne dès le retour des orphelins en classe et pour le reste de leur scolarité. Concernant ce sujet complexe, effectivement, pas beaucoup de données dans la littérature jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, les données présentes permettent de mettre en avant que ces enseignants, ils se sentent souvent mal préparés. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, l'accompagnement au deuil, ça reste assez absent de la formation initiale et continue des enseignants. Leur implication, elle va également dépendre de facteurs multiples, tels que leur niveau d'empathie, éventuellement leur sexe, ou leur propre rapport à la mort et au deuil. Il ressort également que ce manque de compréhension du processus de deuil va parfois rendre les professionnels un peu démunis, craignant de nuire davantage en apportant une éventuelle réponse non appropriée. Donc, malgré ces quelques données, la littérature en France était peu développée concernant la posture des enseignants et leurs pratiques en la matière. Donc, c'est la raison pour laquelle l'objectif de notre étude était de pouvoir documenter de façon exploratoire quelles étaient les représentations des enseignants de ces jeunes orphelins, comment ils pouvaient appréhender leurs besoins, mais aussi l'incidence de ces situations sur leur posture professionnelle. Donc, une étude qualitative a été menée. Donc, on a pu interroger 25 enseignants exerçant de la maternelle au lycée, dans l'enseignement public et privé, et qui exerçaient depuis au moins un an, et qui avaient pu être confrontés au cours des 10 dernières années à la scolarisation dans leur classe d'un ou plusieurs élèves orphelins.
Donc, cette étude, elle a donné lieu à des entretiens semi-structurés qui ont été réalisés, puis retranscrits et codés à l'aide d'un logiciel avant de faire l'objet d'une analyse thématique de contenu. Donc, quelques petites précisions concernant cet échantillon. Donc, il était en moyenne âgé de 47 ans et les enseignants interrogés avaient une ancienneté dans la profession en moyenne de 18 ans. Il était composé de 23 femmes et de 2 hommes, 5 exerçaient en maternelle, 9 à l'école primaire, 7 au collège et 5 au lycée. Et parmi ceux-ci, 5 exerçaient dans un établissement qui était situé en zone dite d'éducation prioritaire. Donc, l'analyse thématique de ces résultats, elle a permis de dégager 6 thèmes majeurs, c'est-à-dire qui sont présents dans le discours de l'ensemble des participants ou d'une grande majorité d'entre eux. Vous avez là les différents thèmes et à chaque fois, le chiffre indique justement le nombre de participants qui ont évoqué ces thèmes. Donc, pour tous les enseignants, cette situation, elle est vécue comme déstabilisante, hein, c'est le premier thème. Elle suscite, comme on l'a dit tout à l'heure, des ambivalences, à la fois du côté des enseignants, mais aussi du côté des orphelins. Face à ces situations, pourtant, il ressort de l'étude que les enseignants, globalement, ils vont s'ajuster. Toutefois, pour tous les enseignants, cela reste une situation ou une expérience marquante et qui, pour la plupart d'entre eux, va être mise en sens. Et puis, un dernier thème sur lequel je ne reviendrai pas dans les détails, mais qui regroupe tous les éléments de description du contexte. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les 5 thèmes majeurs. Donc, pour tous les participants, le fait d'avoir un orphelin dans la classe, ça constitue une situation déstabilisante. Tout d'abord parce qu'ils disent souvent manquer d'informations, donc ça c'est plutôt valable à partir du collège ou du lycée, manquer d'informations à propos de la situation de l'élève, mais aussi c'est déstabilisant parce qu'ils soulignent ce manque de préparation et de formation concernant la prise en charge de ces jeunes. Ils relèvent également que ces élèves, ils présentent souvent des difficultés qui vont impacter leur vie scolaire, notamment des difficultés d'attention. Ils les décrivent également comme des élèves avec des particularités. Ils disent notamment d'eux qu'ils sont souvent très fragiles, en particulier sur le plan émotionnel, et qu'ils ont notamment des difficultés d'attention. Enfin, cette situation, elle est décrite comme déstabilisante car elle les confronte, enfin, cette confrontation aux orphelins va leur faire vivre aux enseignants des identifications et des projections émotionnelles. Ils vont évoquer de la compassion, de l'admiration, mais aussi de l'attachement vis-à-vis de ces élèves. Donc, le thème suivant, il a permis de mettre en évidence des ambivalences, à la fois du point de vue des orphelins et des enseignants. Donc, pour les enseignants, il ressort que ces élèves, ils ont à la fois, comme on l'a dit, un besoin d'écoute, d'attention, de se confier, mais dans le même temps, ils recherchent de la discrétion et de la normalité. Par ailleurs, les enseignants, ils ont aussi le sentiment que les orphelins, ils ont plutôt une capacité à bien gérer et à avoir des ressources et à faire face. Ces ambivalences, elles vont se retrouver également chez les enseignants, avec des souhaits et des appréhensions, comme celle d'être présent mais sans trop l'être, ou encore de ne pas mélanger ce qui pourrait relever du domaine professionnel et du domaine personnel. Cette ambivalence, elle va s'exprimer aussi par la préoccupation constante qu'ils vont avoir à rester ou à ne pas sortir de leur rôle d'enseignant, par des pratiques spécifiques, par de la proximité affective ou encore sur le plan émotionnel, en essayant de ne pas se laisser envahir par leurs propres émotions ou celles de l'élève. Ils reconnaissent toutefois réaliser certaines exceptions, par exemple en acceptant une certaine proximité affective, donc ça se retrouve tout particulièrement chez les plus petits, en maternelle ou en école primaire. Toutefois, ils disent aussi veiller à ne pas faire à cet élève un statut particulier et à essayer de maintenir une certaine normalité afin que l'orphelin soit considéré comme tous les autres élèves. Donc, à côté de ces ambivalences, il ressort que les enseignants, ils s'ajustent vis-à-vis de ces orphelins. Ces ajustements, ils vont s'avérer être avant tout relationnels. Ils vont porter une attention toute particulière à ces élèves, en étant bienveillants, en écoutant ou en gérant leurs émotions, mais aussi en veillant à leur bien-être. Cette attention, elle va se manifester aussi à des moments particuliers, au moment du décès, par exemple, par une intention ou par parfois leur présence aux obsèques, ou encore lorsque l'élève va se montrer débordé par ses émotions. Également, 22 enseignants vont pouvoir évoquer leur capacité à faire face dans ces situations.
Ces capacités, elles vont s'exprimer de différentes façons. Lorsqu'ils annoncent le décès d'un parent au reste de la classe, par exemple, ou lorsqu'ils vont prendre en charge des réactions émotives. Quelques-uns des enseignants interrogés vont même indiquer ne pas avoir été vraiment en difficulté lorsqu'il s'est agi d'évoquer la question de la mort devant la classe. Donc, si ces enseignants s'ajustent, malgré tout, ils s'accordent tous à dire que cette expérience, elle est marquante. Je crois qu'on a passé une diapo. Voilà. Voilà, merci. Notamment du fait d'avoir été confrontés à la mort et à la finitude de la vie, je pense, mais aussi parce que les enseignants, ils semblent se projeter plus amplement, plus personnellement dans le vécu de ces élèves. Plusieurs d'entre eux vont faire le lien au cours de l'entretien avec un vécu personnel ou avec d'autres situations de deuil. Elle est marquante aussi parce qu'elle leur fait vivre des moments intenses, comme celui du retour en classe de l'élève après le décès, qui est souvent cité par les enseignants comme un moment appréhendé, ou aussi lors de temps de partage. Donc ça a été notamment évoqué dans les petites classes, en classe maternelle, au cours desquelles les enfants vont s'exprimer avec une grande spontanéité, ce qui peut parfois être un petit peu difficile à gérer pour les enseignants. Ils évoquent aussi qu'on vient parler de la mort et aussi un moment intense, avec la crainte parfois d'être maladroit ou pas trouver les bons mots. Donc certains vont mentionner des circonstances toutes particulières qui viennent aussi rendre cette expérience marquante. Il s'agit par exemple du décès d'un parent par suicide ou suite à un féminicide. Enfin, au moment des différentes fêtes, et en particulier la fête des mères ou la fête des pères, ces fêtes, elles ont souvent été exprimées comme constituant des moments particulièrement marquants pour les enseignants, du fait de ce que ça pouvait faire ressentir aux élèves. Donc, si cette expérience est marquante, elle est aussi mise en sens par la grande majorité des participants. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Nicolas. Notamment parce qu'ils disent qu'il y a souvent un lien particulier qui est créé avec ces élèves qui ne vont pas les laisser indifférents. Les enseignants, ils sont souvent investis par les orphelins comme des confidents. Et en ce sens, les enseignants, en rentrant un petit peu plus dans l'intimité de ces élèves, ils disent que cela va donner une dimension qu'ils vont qualifier de plus intense ou de plus authentique à ce lien. De plus, les enseignants, ils vont faire part de certaines conditions qui vont être facilitantes face à la scolarisation d'un élève orphelin. C'est notamment le sentiment de se sentir entouré et soutenu par les collègues, mais aussi par des personnes ressources. Et là est souvent citée la psychologue, quand ils peuvent y avoir accès, ou la directrice ou le directeur de l'établissement, qui peuvent vraiment être des ressources importantes et des soutiens pour eux. Ils disent également que le fait d'avoir de l'expérience dans le métier est aussi quelque chose qui va rendre la situation plus facile. Par ailleurs, pour certains, la situation, elle est d'autant plus simple à accompagner qu'ils vont disposer d'informations sur celle-ci. C'est vraiment un point qui a été très souligné, comme des informations sur la nature ou le contexte du décès pour pouvoir ensuite en tenir compte et y faire attention et éviter parfois certaines maladresses. Enfin, les enseignants, ils expriment aussi l'importance de pouvoir parler du jeune, et ça notamment avec le parent restant. Il a été remonté par les enseignants qu'au niveau du collège ou du lycée, parfois, il y a une absence de lien avec le parent restant, voire des tensions ou des incompréhensions, parfois liées aussi à un manque d'information, et que celle-ci, elle pouvait vraiment s'avérer comme étant source de difficultés, je pense, pour tout le monde, à la fois pour l'enseignant, pour l'élève et pour son parent restant. Donc voilà pour ces résultats. Donc les résultats, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ils viennent conforter des données déjà présentes dans la littérature, notamment sur toutes les difficultés rencontrées par les enseignants. De même, sur ce qui concerne leur représentation concernant les conséquences de l'orphelinage, notamment s'agissant des répercussions psychosociales ou scolaires, mais aussi des besoins des orphelins. Donc tout ça, ça va dans le sens des études précédentes. Toutefois, ces résultats, ils viennent apporter quelques nuances, et notamment quant à l'appréhension de la posture professionnelle face à ces situations et aux ambivalences émotionnelles qui la caractérisent. En effet, si les enseignants sont habitués à ajuster leur posture en fonction de la diversité des élèves et des situations auxquelles ils sont confrontés, et s'ils ont le souci de rechercher et de maintenir un équilibre parfois délicat entre leurs différentes fonctions, pour les enseignants, cette situation, elle apparaît vraiment singulière et elle semble se distinguer d'autres situations difficiles qu'ils sont amenés à rencontrer. Et ils insistent bien sur le fait que là, les ajustements, ils sont avant tout relationnels.
Le souci d'étayage vis-à-vis des orphelins est aussi particulier en raison des représentations autour de la mort et de son caractère définitif. Un autre apport de l'étude réside aussi dans le fait que face à ces difficultés, les enseignants, ils sont plutôt capables de faire face et d'affronter ces situations, voire même d'en retirer une expérience. Donc, s'il ressort quelques besoins, ils relèvent plus de savoir-être qui vont s'acquérir avec l'expérience que de compétences éducatives spécifiques. Par ailleurs, cette étude, elle met aussi en évidence le besoin de travailler de façon un petit peu plus étroite avec les familles, et en particulier avec le parent restant, qui joue vraiment un rôle fondamental dans le deuil dans le deuil de l'enfant. Enfin, il ressort aussi que la mort ne devrait plus être, selon eux, un sujet tabou à l'école, ce qui est plutôt un encouragement pour les enseignants à aller davantage peut-être vers l'élève, mais aussi vers son parent restant. C'est ce qui nous fait aussi dire que peut-être une prochaine étude pourrait explorer un peu davantage quelles sont les attentes et les besoins de ce parent restant pour pouvoir peut-être mieux les prendre en compte et in fine pouvoir peut-être mieux accompagner encore l'élève en lien avec sa famille et ça dans une approche un petit peu plus systémique. Un autre, un autre besoin et peut-être un autre projet d'étude pourrait être aussi le rôle et la place des psychologues de l'éducation nationale, parce que vraiment, il a été souligné que c'était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un atout et une ressource pour les enseignants quand ils pouvaient avoir la chance d'y avoir accès. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment pu creuser davantage et qui pourrait peut-être être intéressant à l'avenir. Donc pour conclure, juste vous dire, et vous rappeler, puisque Nicolas en a parlé tout à l'heure, que l'étude elle va faire l'objet d'une publication apparaître prochainement dans la Revue internationale de l'éducation familiale et que vous pouvez d'ores et déjà retrouver une synthèse illustrée de l'étude qui va reprendre ses principaux éléments sur le portail qui vous a été présenté tout à l'heure, La vie, la mort, on en parle, et aussi peut-être de ne pas hésiter à la partager autour de vous et auprès de vos collègues psychologues ou enseignants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laure. Ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de recherches insistent sur les difficultés, euh, et c'est bien normal que rencontrent tous les professionnels, mais à travers cette approche plus qualitative, on voit aussi, et on met plus la lumière sur finalement toute la créativité dont font preuve les professionnels, tous les ajustements dont ils font preuve au quotidien, et qui permettent d'accompagner au mieux les jeunes. Ce qui ressort aussi finalement, c'est cette idée que les jeunes orphelins, par rapport à d'autres jeunes avec des situations complexes ou difficiles, on a plus de mal à les mettre dans des cases. Ils rentrent pas tout à fait dans la case des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ils sont pas en situation de handicap. Et il y a notamment cette question de projection émotionnelle plus vive qui est beaucoup ressortie des entretiens. C'est pas anodin que beaucoup des enseignants que Laure a interrogés ont beaucoup fait part au cours des entretiens aussi de leur propre deuil et de leur propre rapport à la finitude. Voilà, il semble se jouer quelque chose d'assez particulier et d'intime dans ce rapport à la finitude euh, qui singularise vraiment les orphelins aux yeux des enseignants. Et bien pour ensuite amorcer un temps d'échange, on souhaitait vous présenter deux petites vignettes cliniques. Et donc, je laisse Cécile Flao vous présenter un petit peu la chose. Eh ben, bonsoir à tous, merci Nicolas et merci à nos deux premiers intervenants et à leurs présentations qui sont assez congruentes, je trouve. On aurait presque dit que vous vous étiez parlé avant, donc ça montre bien qu'actuellement, scientifiquement, on va tous un peu dans le même sens et que, comme l'a dit Martin, on est dans des approches extrêmement complémentaires qui s'enrichissent mutuellement. Et pour continuer à enrichir cette soirée, donc on voulait vous présenter deux présentations de vignettes cliniques par deux professionnels, donc Sarah Abbat et Annie Vigneron, que je ne vois pas à l'écran, donc j'espère qu'elles sont bien là. L'idée, c'était qu'elles vont se présenter elles-mêmes mieux que je ne pourrais les présenter, et on a choisi deux situations assez différentes de manière à pouvoir vous engager dans une réflexion, à poser vos questions et à interagir pendant cette fin de webinaire. Donc, je crois que nous avions décidé que Annie, on vous donnait la parole en premier.
Voilà, donc la parole est à vous, je vous laisse vous présenter et puis n'hésitez pas à réagir dans le chat pour qu'on puisse ensuite relayer les questions et pouvoir y répondre. Merci Cécile, merci à tous. Donc moi je suis psychologue de l'éducation nationale dans le premier degré dans le Calvados et là je vais vous présenter une situation qui m'a beaucoup interrogée et qui je pense m'a amenée aussi à cheminer sur la question du deuil. Donc c'est un enfant qui avait 7 ans et demi. Il était en CE1 quand il est arrivé dans une école de mon secteur. Il est arrivé en cours d'année, au mois de janvier, à la rentrée de janvier, et il avait perdu sa maman en juillet, en juillet précédent. Et en fait, au départ, je ne suis pas du tout intervenue directement. Ce que disait tout à l'heure Martin m'a bien parlé justement. Enfin, j'ai jugé que c'était pas opportun d'intervenir directement, mais plutôt d'intervenir auprès de l'enseignante qui était très émue par la situation dramatique de cet enfant. Donc, il avait perdu sa maman, il a été accueilli par sa grand-mère qui s'est trouvée atteinte d'un cancer. Et du coup, il a changé d'endroit. Il était dans une commune qui était à 60 km de là où il est arrivé ensuite. Et il a changé de lieu et il est arrivé chez son oncle maternel. Voilà. Et évidemment, c'était un enfant très perturbé. Et, mais l'enseignante ne savait pas comment faire avec cet enfant qui présentait des problèmes de comportement. Et elle n'osait pas intervenir. Donc, il y a eu tout un travail avec elle. On s'est rencontrés plusieurs fois je l'ai simplement accompagnée pour qu'elle puisse trouver des ressources. Et puis, finalement, on a aussi parlé l'une et l'autre de la représentation de la mort qu'on pouvait avoir. Bon, c'est surtout ça, en fait, qui a été évoqué. Ensuite, donc, j'ai pas rencontré l'enfant cette année-là. J'avais proposé euh, qu'on- que j'avais proposé à l'oncle qu'on se rencontre s'il en ressentait le besoin, mais ça n'a pas été le cas. L'année suivante, c'est-à-dire alors qu'il était en CE2, j'ai été interpellée par la psychologue du CMPEA qui commençait à suivre cet enfant. Comme il y avait des difficultés d'ordre cognitif, elle se demandait si c'était lié à son histoire ou si c'était autre chose. Elle avait besoin d'y voir clair et elle préférait que ce soit, voilà, moi en tant que psychologue à l'école, qui fasse le bilan. Donc j'ai rencontré l'oncle à ce moment-là. Et puis autre chose a émergé, c'est qu'en fait, ce qui n'avait pas été dit, c'est que la maman s'était suicidée. Et donc, la question, là, ça a été de voir comment en parler à l'enfant et qui pouvait en parler à l'enfant. Alors, bon, j'ai dit tout de suite que de toute façon, c'était pas moi qui allais en parler à l'enfant. Il me semblait que c'était important que ce soit les personnes proches, et que ce soit lui en l'occurrence, peut-être accompagné. Et puis, là encore, en fait, on s'est vu plusieurs fois pour, euh, pour parler de ça. Il a parlé lui aussi c'était sa sœur qui était décédée, enfin, de cette immense perte, de ses peurs que son neveu, si on parlait de suicide, que son neveu, à un moment donné, se suicide également. Voilà, alors je lui ai dit qu'il avait peut-être aussi besoin, lui, certainement même, d'être accompagné et qu'il pouvait aussi interpeller les professionnels du CMPEA par rapport à un accompagnement possible. Euh,
Et ah oui, alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. J'ai parlé de la maman qui s'était suicidée, mais en fait, c'est un enfant qui n'a pas perdu son père, mais son père n'a plus les droits parentaux. Hein, donc, on peut imaginer aussi le vécu antérieur, enfin, très perturbé, hein, de l'enfant. Et puis, je l'ai vu ensuite. Bon, l'oncle, je l'avais vu donc au départ comme premier entretien pour un bilan. Mais vous voyez que bon, la tournure a été un peu particulière. Et l'enfant lui-même, donc je l'ai vu en décembre, peu de temps avant les vacances de Noël, ce qui n'était pas forcément évident. Quand on s'est rencontrés, alors il avait appris hein, entre deux, effectivement, que sa maman s'était suicidée. Et quand on s'est rencontrés, lors de la premier entretien, il a pris beaucoup, beaucoup de temps pour faire le dessin d'un cœur hein, sur une feuille A4 et ça prenait toute la place. Et il a écrit maman dedans. Il y a eu très peu de mots échangés, mais bon, alors évidemment, c'était très touchant, ça me touche encore beaucoup. Euh, mais il a pu dire, alors à la fois que, bon, bah, il pense, enfin, à l'approche de Noël, il savait que la maman n'allait pas être là et que ça lui manquait. Et en même temps, ce que j'ai trouvé vraiment, moi, positif, hein, c'est qu'il a pu évoquer des Noëls qui se sont bien passés avec elle. Hein, et je me disais, bon, ben, il y a voilà, le deuil est en train aussi de se faire. Et cet enfant, il a vraiment des ressources hein, sur lesquelles il peut s'appuyer. Donc, bon, le bilan cognitif, hein, ça pas, ça a peut-être moins d'importance. Il ne s'est fait que dans un second temps. On s'est vu 3 fois pour finalement, c'est la troisième fois qu'on l'a vraiment abordé, que j'ai senti que c'était possible. Hein. Et puis, en l'occurrence, alors j'ai pas été très surprise, j'ai vu que c'est un enfant qui avait de bonnes compétences cognitives. Hein, a priori, je m'étais dit qu'il avait peut-être des problèmes de représentation comme on trouve et de symbolisation comme on trouve assez fréquemment chez des enfants perturbés. Et puis, finalement, ça s'est pas avéré hein, lors du bilan. Donc, les difficultés cognitives vécues à l'école hein, sont pas liées, enfin, c'est ce que j'ai pu redire en tout cas, ne sont pas liées à ses compétences, mais sans doute davantage au contexte. Ah, voilà. Et donc, cet enfant, cette année, se retrouve en CM1. Et ce qui est tout à fait bon signe, c'est qu'en fait, on n'en a pas parlé. Je l'ai aperçu dans la cour de récréation. On s'est fait un petit coucou quand je suis passée dans l'école avec un petit sourire de loin. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup Annie pour votre témoignage. Je crois qu'on avait convenu hein, qu'on proposait les 2 vignettes et que on prendrait les réactions et les questions à la suite pour que voilà, tout le monde ait le temps de réfléchir. Et donc je vais vous donner la parole, Sarah, si vous voulez bien vous présenter un Oui, je veux bien, oui, oui. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Oui. Ok, parfait. Alors, moi, je m'appelle Sarah Abad, je suis toute jeune psychologue titulaire depuis cette année. Et je vais vous parler d'une situation sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Donc, il s'agit d'une petite fille de 6 ans que je vais appeler Lou. Donc, la situation de cette petite fille a été abordée pendant les synthèses de début d'année. Donc, les enseignants me l'ont présentée comme une petite fille qui manquait de maturité, qui avait du mal à se mettre au travail, qui râlait beaucoup aussi, hein, c'est leur mot. Et à côté de ça, elle n'arrivait pas à porter son cartable, ce qui est pourtant a priori pas très compliqué. Elle n'arrivait pas non plus à monter dans le bus ou à sauter dans la piscine. Donc la question d'un problème de tonus musculaire s'est posée, mais au niveau médical, il n'y avait rien. Alors plus tard, pendant cette synthèse, les enseignants m'ont expliqué qu'en fait la maman avait la maladie de Charcot,
qui avait été diagnostiquée il y a peu de temps, mais elle présentait déjà des signes moteurs notamment de cette maladie. Donc du coup, à partir de là, quelle question ça a posé pour moi en tant que psychologue éducation nationale? La première chose que j'ai interrogée, c'est du côté des enseignants. Hein. C'est une petite fille qui est dans une classe avec 2 enseignantes. Les enseignantes ont été très touchées par la situation et pendant la synthèse, il y a eu beaucoup d'émotions. Donc ça, c'est la première chose que j'ai souhaité interroger. La deuxième chose, c'est quel est le rapport de cette petite fille à cette maladie, étant donné qu'elle n'a pas de problème moteur, mais que au niveau médical du moins, mais qu'elle manifeste au niveau symptomatologique des difficultés. Et la dernière chose, c'est eh bien comment accompagner cette petite fille, comment accompagner les équipes, l'équipe enseignante et la famille évidemment. Donc je vais maintenant parler des 3 temps qui sont en cours, hein, comme la situation est vraiment actuelle. Donc on a fait un premier temps qui a été une rencontre avec la famille, les 2 enseignants et moi-même. Alors on s'est débrouillé pour que le lieu soit un lieu agréable pour chacun. Ce qui est ressorti de ce premier temps d'échange, c'est étrangement ou pas, la maman n'a fait aucune mention de sa maladie, alors que c'est une maman qui avait cette chose de lancer un peu à tout va qu'elle avait la maladie de Charcot dans la cour de récréation entre 2 portes. Et là, pendant cet entretien, aucune mention. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est qu'en présence de sa mère, la petite fille n'a eu aucune difficulté par rapport à son cartable, à le porter, à l'accrocher. Mais à leur départ, à la fin de l'entretien, la maman a eu du mal à descendre les escaliers et la petite fille a présenté des difficultés tout à fait comparables, que ce soit au niveau du placement des jambes ou du reste. Donc là, il y a des hypothèses évidemment qui émergent, des hypothèses qui sont toujours ouvertes, hein, étant donné que le travail est en cours. Donc le temps numéro 2, et c'est un temps qui arrive bientôt, c'est interroger le rapport de la maladie de la mère, le rapport à la maladie pardon, de la mère. Est-ce qu'elle en parle ou pas à sa fille? Comment? Et quel est son propre rapport à elle par rapport à sa finitude, ce qui n'est vraiment pas évident, étant donné que c'est une maladie de Charcot. Et ensuite, l'objectif, pour moi, ce serait de travailler ensemble sur comment on va envisager les choses ensuite, avec la maman, évidemment, mais avec le père aussi, et avec la petite fille. Alors, c'est ce qui avait été dit plus tôt dans ce webinaire, que c'était important d'associer toute la famille à la démarche et l'enfant également. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire. Et temps numéro 3, et pas des moindres, c'est travailler avec l'équipe. J'ai proposé un temps d'élaboration qui va peut-être se transformer en temps de formation par rapport au deuil, par rapport à la finitude. Comment on fait en tant qu'enseignant pour aborder le deuil? Qu'est-ce que c'est déjà en premier lieu? Comment on en parle? Ça, c'est des choses qui peuvent être très compliquées pour eux. Qu'est-ce qu'on dit? Hein, j'ai des enseignants, par exemple, parfois qui ont dit à un enfant que mourir, c'était comme dormir. Évidemment, ça, c'est des choses à éviter. Donc, c'est des choses qu'on va travailler tous ensemble. Éviter aussi de porter un regard d'adulte sur ce qui va se passer pour l'enfant, de comment il va vivre les choses, comment il va vivre cette maladie, parce qu'on peut projeter beaucoup de choses en tant qu'adulte et on peut complètement se planter. Donc ça, c'est le premier temps, c'est qu'elles se sentent, ces 2 enseignantes, en mesure de faire face à cette situation, tout simplement. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'inviter l'équipe enseignante, les autres enseignants de l'école, à ces temps d'élaboration et de formation autour de la mort et du deuil, pour que ces 2 enseignantes puissent ne pas se sentir isolées, en fait, face à la situation. Et puis, c'est donner des billes si jamais il y a d'autres situations dramatiques comme ça qui doivent arriver pour toute l'équipe. Donc, ce temps d'élaboration et de formation, pour moi, il est essentiel pour armer les enseignants, mais aussi pour leur permettre de retourner à la classe et de les remettre dans leur job d'enseignant et de laisser l'espace de l'école, en fait, être un lieu autre pour l'enfant. Et je crois que ça, c'est très, très important. Bon, on arrive à la conclusion. Je pensais que vous allez prendre plus de temps et en définitive, non. Donc, pour moi, en tant que toute jeune psychologue éducation nationale, accompagner des situations de deuil, c'est d'abord un travail avec la famille pour trouver le juste milieu entre la nécessité d'aborder la maladie et comment, tout en permettant, et c'est essentiel, à l'enfant de grandir
Ça s'est permis grâce au travail avec eux, plus le fait d'avoir associé l'enfant à la démarche. Deuxième élément, c'est le temps avec les enseignants, élaborer autour du deuil, renforcer leur sentiment de compétence professionnelle. Et j'ai entendu tout à l'heure que ça a été abordé également. Et puis, permettre d'identifier d'autres personnes dans l'équipe qui pourraient être des ressources. Et surtout, et je finirai là-dessus, moi, en tant que psy éducation nationale, c'est de rester disponible, laisser la porte ouverte, que ce soit pour un temps d'échange avec les enseignants, s'ils en ont besoin, que ce soit pour l'enfant, qui sache qu'il a l'opportunité de me solliciter s'il le souhaite et quand il le souhaite, histoire de surtout pas médicaliser ou créer des difficultés qui n'existeraient que pour les adultes. Et puis surtout de garder à l'esprit que les enfants sont souvent bien plus résilients que nous autres adultes. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Donc, je laisse la parole à nos modérateurs qui ont dû repérer des questions, peut-être pour vous les relayer. Et puis sinon, la parole est aussi à ceux qui apparaissent dans les vignettes du webinaire. Mais on va peut-être commencer par la salle virtuelle. S'il y a des questions, Gabi et Laurent, que vous voulez relayer pour nos intervenants. Alors pour l'instant, avec Richard, nous n'avons pas... Ah, il y en a peut-être une qui vient d'arriver. Oui, il y en a Voilà, une. il y a juste une question qui vient d'arriver au moment où j'allais dire dire qu'il n'y avait aucune question. La question serait: quelles conséquences de l'orphelinage une fois adulte, professionnellement, socialement et affectivement? Donc là, je pense que Martin a déjà répondu en partie avec ses présentations à cette question-là. On pourrait lui poser comme question complémentaire, c'est si les vignettes cliniques présentées lui évoqueraient quelque chose d'autre sur cette question-là. J'enchaîne, c'est ça, du coup. Écoutez, déjà, merci beaucoup à Annie et Sarah pour les vignettes. Donc, effectivement, oui, j'ai des choses enfin, en tout cas, ça m'a fait penser à des choses. En tout cas, j'ai des liens et je fais des associations, comme on dit. Première réponse directe à la personne, en fait, ce que je n'ai pas mentionné là sur le rapport à la vie et comment est-ce qu'on se construit en tant qu'orphelin, en tout cas, et là je parle vraiment avec un matériau empirique qui est qualitatif et qui est, voilà, on a 30-40 personnes qu'on a interrogées avec de la recherche-action, etc. Donc c'est limité à ça, mais on fait des généralisations. Donc, du coup, ce que je dis ne représente pas les orphelins, etc. C'est vraiment pour réfléchir et continuer à penser ces questions-là. Mais en tout cas, dans cet échantillon d'orphelins devenus adultes, il y avait vraiment quelque chose, un rapport à la vie entre la défiance et la méfiance, que dans tous les parcours de vie sur les questions sentimentales, affectives, professionnels, et etc. Il y avait vraiment soit dans l'extrême certains profils qui justement défiaient la vie dans tout leur comportement, en fait, que ce soit professionnel, affectif, voilà, j'ai un souvenir d'un orphelin père qui amenait sa famille à faire des choses sportivement parlant, vraiment dans des défis permanents, et lui le reliait vraiment à ce décès-là de l'ordre de je vais défier la vie et me mettre aussi et défier la vie d'une certaine manière. Et d'autres qui aussi dans un autre sens sont aussi très méfiants, justement parce que justement la vie leur a pris un être cher, que ce soit la mère ou le père, et que du coup constamment en fait dans leur biographie, ou en tout cas dans ce qu'ils pouvaient nous transmettre, en fait il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de il faut être méfiant et je suis toujours sur la réserve. Et qu'en fait, ils étaient beaucoup dans cet entre-deux-là, entre justement, voilà, entre de la méfiance et de la défiance, et que cet équilibre-là était toujours assez précaire et qui pouvait retomber vraiment dans des affres de dépression ou de sentiments de mal-être, etc., et dans des choses vraiment pas simples à gérer, et qu'ils savaient que c'était un état permanent, en fait, chez eux. Et qu'ils faisaient avec, mais qu'ils avaient ça en eux de manière assez claire. Et en complément, on l'a formulé un peu comme ça, mais et je le reprends synthétiquement, mais c'était assez fort le côté de
il y avait un discours très clair sur OK, ce décès-là de mon père ou de ma mère, ou voire des deux pour certaines situations, a détruit ma vie. Et en fait, mon enjeu, ça a été suite à cet événement destructeur et toutes ses conséquences, comment est-ce que j'en ai fait progressivement et comment est-ce que je parviens à en faire un élément fondateur. Et pas dans le sens de je suis content de cette perte-là, mais j'essaye d'en faire quelque chose. Et que on voit qu'en fait, ben, beaucoup d'entre eux sont dans des dynamiques voilà, d'être vraiment dans quelque chose, de faire face à cette destruction-là et d'en faire quelque chose de fondateur pour eux et plus largement pour leurs proches. Donc ça, c'est une première réponse, une manière de répondre. Euh, et pas pour monopoliser la parole non plus, parce que c'est intéressant d'avoir les discours après et les autres questions. J'ai enfin, quelque chose sur la question du vocabulaire qui a été mentionné là dans la dernière vignette sur la fameuse comment est-ce qu'on parle aux enfants de ces sujets-là. Et typiquement, on le fait tous, et moi de temps en temps aussi, mais typiquement quand vous dites il a perdu ou elle a perdu sa maman, enfin non, en fait son père ou sa mère est décédé. Et que ça, même nous, adultes qui bossons sur ces sujets-là, on se fait avoir très clairement. Non, non, elle n'est pas perdue en fait. Elle n'a pas disparu. Non, elle est décédée. Et notamment avec un enfant de 7 ans ou de 13 ans. En fait, de nommer ces choses-là, mais pas pour dire qu'elles sont graves ou qu'elles ne sont pas graves, mais simplement, non, non. Et là, on voit encore comment la focale est centrée sur nous, quoi. Enfin, centrée sur il a perdu. Non, et déjà, c'est centré sur l'orphelin et pas sur le défunt, en fait. Non, quelqu'un est décédé. Et bref, ça m'a fait penser un peu à ça et au fait que le fait d'associer, de nommer, alors la question du suicide avec l'exemple de la situation clinique d'Annie, etc., mais de nommer de fait, en fait, dans la vie de l'enfant et ensuite de l'adulte, il y aura tout le temps des moments de l'année où, en fait, l'année est scandée par des moments, par des fêtes. Où, en fait, donc, du coup, la réalité vous rappelle tout le temps que votre père est décédé, en fait, ou que votre mère est décédée, en fait, tout le temps. La fête des mères, le Noël, la Toussaint, enfin, donc, du coup, en fait, enfin, vous pouvez tenter de l'éviter, hein, mais en fait, ça se rappelle constamment à l'enfant, quel que soit son âge, en fait. Bon, mais il n'y a pas apparemment que d'autres questions qui montent. J'en profite moi quand même là pour vous donner une impression. Dans toutes les explications qui ont été données, dans tous les discours qui ont été donnés, il y a une espèce de fil rouge qui transparaît, dans mon point de vue. C'est une espèce de notion du secret qu'on garderait le plus possible chez l'orphelin. Alors ma question, elle vient là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est un respect? Est-ce que c'est une professionnalisation? Est-ce que on se doit obligatoirement, qu'on soit sociologue, psychologue, enseignant, médecin ou je sais quoi, est-ce qu'on se doit de faire en sorte que le secret appartienne à l'orphelin et n'en sorte pas? C'est une question. Oui, moi je continue, hein, si vous me laissez la parole, je continue un peu, mais sur alors, enfin, après, il y a la question du secret médical ou des assistantes sociales avec leur secret professionnel, et tout le monde est dans le secret. Le psy, c'est l'anonymat, le sociologue, c'est la déontologie de la parole, etc. Enfin, donc, je trouve qu'effectivement, c'est une vraie question. Moi, généralement, quand je travaille sur ces sujets-là, sur la mort en institution, à l'école ou ailleurs, en fait, le fait que quelqu'un est décédé, cette information appartient à tout le monde. En fait, donc du coup, le fait qu'un tel est décédé, en fait, c'est une information publique. Après, culturellement et moralement, les circonstances ne sont pas à divulguer. Donc effectivement, l'important pour une institution telle que l'école, quand il y a un décès,
c'est de faire quelque chose suite et d'avoir un protocole ou des démarches suite à un décès d'une personne, un enseignant, un élève, etc. Mais les circonstances appartiennent à la famille, en fait. Et du coup, surtout pas s'embarquer sur c'est un suicide, c'est un accident, c'est un cancer ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ça ne concerne pas l'institution en tant que telle. C'est pas ça qui va la faire, et qui va la motiver, qui va la faire agir, ne serait-ce qu'aussi en termes de responsabilité pour un proviseur ou pour un enseignant, etc., etc. L'information, c'est la personne est décédée. Une personne est décédée et ça fait quelque chose. Donc ça, c'est une première précaution. Et en même temps, bah, je retourne la question où effectivement une situation m'a été dite par une infirmière, typiquement, où en fait un enseignant a perdu, ah, voilà, je reviens, vit le décès de son fils et c'est l'enseignant principal et c'est le secret de Polichinelle d'ensemble où tout le monde devrait être au courant qu'en fait il est absent parce que en fait il est retourné au pays parce qu'il vit le deuil de son enfant, etc. Il est prof principal et on est au printemps. Et en fait, la classe n'est pas informée du décès du fils de l'enseignant, en fait. Et là, la réponse du CPE est très claire en disant il est malade comme n'importe quel agent, en fait. Les élèves n'ont pas à savoir. Voilà, c'est un positionnement. Et en même temps, effectivement, voilà, par définition, le fait d'être proche d'un décès, ça crée du déséquilibre et du trouble, et que très probablement qu'il y a des infos qui circulent. Et en même temps, est-ce qu'on doit informer ou pas Et là, j'avoue que je n'ai pas forcément la science infuse ou la réponse vraiment radicale par rapport à ça. Je poursuis avec une autre question qui nous demande comment un enfant peut-il gérer des deuils à répétition? Je veux bien prendre la main pour peut-être arrêter un peu Martin ou le soulager, en fait. J'ai envie de vous dire, c'est pareil, il n'y a pas de règle sur les deuils à répétition. Chaque deuil se vit de manière différente, en fait. Il n'y a pas de deuils qui sont identiques. C'est pas une cumulation du nombre de deuils. Par contre, ce qui se cumule, c'est les éventuelles difficultés que sont engendrées par le deuil et d'éventuels phénomènes de résonance des deuils entre eux. Mais comme le disait Sarah tout à l'heure, et moi je partage ce point de vue, hein, vu que moi la grande partie de mes recherches porte sur l'enfant en deuil. Donc les enfants sont beaucoup plus résilients souvent que les adultes, notamment dans cette phase-là. Et du coup, ça me fait rebondir sur la question et sur quelque chose qu'a dit Martin tout à l'heure, la question qui est dans l'onglet discussion. En fait, c'est vrai que très souvent, les difficultés, elles apparaissent beaucoup plus tard à l'âge adulte, parce qu'il faut vraiment avoir en tête que l'enfant, c'est un individu qui va sans arrêt retraiter l'information de par ses capacités développementales normales, quelles que soient ses capacités développementales intrinsèques. C'est-à-dire que même si on se dit, tiens, cet enfant-là, il se développe moins bien qu'un autre, cependant, le retraitement de l'information va exister exactement de la même manière. Ce serait un peu à côté de la plaque d'imaginer, par exemple, qu'un enfant qui a des difficultés cognitives va pas retraiter, il retraite comme les autres. Et du coup, les deuils à répétition, ils vont rentrer dans ce process. C'est-à-dire que de toute façon, quand je perds quelqu'un à 5 ans, je le retraite à 6, 7, 8 et encore plus à l'adolescence. Et très souvent, le point de rupture, il est dans cette période-là. Et très souvent, les deuils à répétition qui se complexifient pour le jeune, c'est souvent ceux qui se répètent au moment de l'adolescence et qui vont venir retraiter des deuils de l'enfance ou alors plus tard à l'âge adulte. Donc pour moi, la question, elle dépasse l'enfance. C'est-à-dire que c'est la question du deuil à répétition de manière générale, parce que je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais quand vous êtes en deuil, vous l'êtes définitivement. Il n'y a pas de deuil qui se termine, ça c'est pareil. Je reviens aussi sur les abus de langage, parce que voilà, comme Martin, je suis un peu rigide là-dessus. On ne termine pas un deuil. On le processe tout du long de la vie, en fonction des événements, en fonction des choses qui nous rapprochent du défunt. Et d'ailleurs, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé dans la vignette sur le dessin du cœur, la tentative de cet enfant qui maintient ce lien avec cette maman dans les bons souvenirs. Et ça, on sait dans les approches psychologiques que quelque chose qui est très favorable dans le processus de deuil, qui permet de le digérer, d'en faire quelque chose, de lui donner du sens. Parce qu'au fond, la question, c'est ça, c'est pas de le terminer, c'est de lui donner du sens et c'est surtout de faire vivre le défunt quelque part.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le fait de maintenir des liens. Alors, il y a un terme anglais, mais je vous en fais grâce. Ça, c'est ça qui va permettre en fait de se maintenir. Donc, si dans la répétition des deuils, le maintien avec les défunts précédents, les liens qu'ils ont pu construire sont en place, ça va être de nouveaux événements difficiles, mais ce ne sera pas forcément cumulatif. Cependant, si des choses ont entravé ce fonctionnement-là, ça risque d'être plus dur. Mais quand même, ce que nous dit un peu la littérature scientifique en psychologie, c'est que déjà, les deuils qui se complexifient chez l'adulte, c'est finalement assez rare, c'est une petite proportion en fait de la population. Et chez l'enfant, même si c'est pas beaucoup documenté, c'est vrai qu'on entend toujours parler des enfants en difficulté, mais la grande majorité des enfants en deuil vont bien. Là, je corrobore tout à fait ce que disait Martin tout à l'heure. La grande majorité des enfants en deuil n'ont pas besoin des psychologues. Leurs parents, aussi, souvent. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on va pouvoir prédire comment ça se passe. Ils le gèrent dans leur capacité à s'adapter. C'est important de les observer là-dedans et d'être présent et pas forcément de se dire, ah là là, il y a eu de deuil, il faut plus voir un psy. Je ne crois pas que l'indication soit de ce côté-là. Et s'occuper des adultes qui gèrent ça aussi. Je insiste sur moi, ce qui est vraiment mon cheval de bataille, hein, c'est que si on a bien les parents et les adultes qui s'occupent de l'enfant en deuil, en général, les enfants vont plutôt bien et ça ressort dans le discours des enfants. C'est-à-dire que ce sur quoi ils s'étayent, c'est les adultes, c'est pas les psys. Je me permets, pardon. Oui, je réagis juste très rapidement, très succinctement, et après je vous laisse la parole. D'où l'importance effectivement de bien poser un vocabulaire adapté pour que, en fonction du développement de l'enfant, il va rencontrer, par exemple, là, il est décédé, il est mort, il va rencontrer ce mot plus tard dans ses études ou bien au travers de ses relations avec d'autres personnes. Il va pouvoir enrichir le sens qu'il met derrière ce mot-là. D'où l'importance de poser tout de suite le bon mot. Voilà, c'est tout. C'était pour compléter, ça va tout à fait dans ce que vous dites aussi, Sarah, sur la vision du deuil, où là, Cécile utilise le deuil à répétition, ou un anthropologue suisse, par exemple, lui, va, pour vous donner une autre image aussi et d'autres manières de concevoir cette question-là, lui parle plutôt de deuil en pointillé, en disant que du coup, notre vie est une succession de deuils, dans le sens de deuil de perte d'un être cher, hein, d'une personne humaine, et qu'en fait, comme des pointillés, en fait, à des moments plus ou moins intenses de nos vies, en fait, en fait, la question du deuil va se rejouer, se reprocesser, en fait, on va remettre en jeu des choses, on va relire l'histoire, on va se raconter ce deuil ou ces deuils à la lumière de j'ai 25 ans, j'ai 45, j'ai 57, enfin, etc. Et que je trouve que l'image est aussi intéressante, en fait, et que voilà, si on parle de processus, c'est compliqué parce qu'il y a, voilà, si on parle d'étapes, c'est aussi pas très, enfin, voilà, chaque modèle a ses limites, hein, mais que celui de deuil en pointillé est aussi intéressant de concevoir un petit peu de cette manière-là. En tout cas, moi, j'aime bien cette image-là. Les derniers échanges là ont répondu en partie à certaines questions sur la nécessité d'un suivi psy pour un enfant ou non. Vous en aviez parlé, Martin. Cécile a repris autrement sur la temporalité de l'intégration de la notion du deuil. Se pose une question sur la place des rituels ici et là, et notamment ceux des autres cultures, dans ce processus qu'on va replacer dans le cadre de l'école. Est-ce que quelqu'un pourrait en dire quelque chose? Ou pas? Oui, mais si d'autres ont envie de prendre la parole, je la laisse volontiers. Bon, je la reprends, donc ok. Sur les rituels, alors du coup, il y a des choses qui nous réunissent avec Nicolas et Cécile sur la question des rituels, évidemment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des rituels, et que justement, on est très, culturellement parlant, on est encore très centré sur le rite funéraire, c'est ce qui se passe à l'église, c'est ce qui se passe au temple, à la mosquée, ou quel que soit le lieu de culte ou
ou d'une cérémonie civile, en fait, comme s'il n'y avait que du rituel là-dedans. Alors qu'en fait, si on voit les effets enfin, que provoque les conséquences qui œuvrent, excusez-moi, peut-être que vous entendez des enfants derrière moi, donc c'est pour ça que je suis un peu déconnecté. C'est simplement qu'en fait, les rituels, en fait, vous en avez plusieurs. Il y en a un officiel qui est dans le lieu de culte ou à la cérémonie où tout le monde est convié. Et après, vous pouvez identifier pour un même décès énormément de rituels dans différentes sphères d'appartenance de la personne défunte, et notamment l'école. Et on voit très bien qu'à l'école, il y a énormément de rituels qui sont faits pour célébrer un élève, un enseignant, un CPE, etc. Et qu'il y a du rituel aussi dans les institutions telles que l'éducation nationale, et qu'il y a des choses qui sont très significatives et qui fonctionnent très bien, et qui n'ont pas besoin d'être rituellement, elles ont besoin d'être pensées, mais qui vont agir sur des symboliques spécifiques à l'éducation nationale, en fait, et qui vont concerner uniquement la communauté éducative de l'éducation nationale, et qui vont justement être efficaces symboliquement, si je parle comme un anthropologue, parce que justement, c'est à l'initiative de l'école, de ses membres, et que c'est fait dans l'enceinte de l'école ou en dehors, et généralement les parents sont dans la boucle, etc., mais qu'il y a beaucoup de rites qui se font, qui ne sont pas nécessairement étudiés, ou en tout cas pas beaucoup étudiés, mais qui sont très significatifs généralement quand on interroge les personnes qui vivent ça, parce qu'elles sont complémentaires, là encore, comme avec mon discours du début, hein, ce pas des rituels qui s'opposent, au contraire, ils sont complémentaires. Dans les discours, en tout cas, c'est très clair que ils sont complémentaires et ils n'agissent pas forcément sur les mêmes registres ou ni avec les mêmes personnes et les mêmes endroits. Et on peut se permettre aussi d'autres choses à l'éducation nationale que lorsqu'on est dans un hémicycle à l'église, par exemple. Merci. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps ou non, Nicolas. Je viens de dire, Laurent, qu'on pouvait aller jusqu'à 40 si ça convient à tous ceux qui sont autour de la table ronde virtuelle. Oui, en tout cas, on peut rester encore quelques minutes. Moi, j'avais une petite. Donc, merci beaucoup à tous nos intervenants. Et puis, merci à nos deux collègues d'avoir présenté deux situations vraiment différentes. Et j'avais une question en tout cas, une interrogation pour notre collègue Sarah, qui est jeune dans la fonction, nous dit-elle, mais qui déjà structure bien ses interventions. Mais j'avais une question sur le temps 2. Sarah, vous nous avez parlé d'un premier temps avec la maman et puis l'enfant que vous avez reçu, et un peu l'analyse Mhm. de cette demande. Et puis bon, à votre grand étonnement, la question de la maladie de la mère n'a pas été mentionnée. Alors bon, je ne sais pas si vous avez des hypothèses par rapport à ça, hein. Est-ce que c'est parce que l'enfant était présente? Est-ce que les choses sont parlées ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Et je suis un peu, voilà, vous parlez du temps 2, le rapport de la maladie à sa mère, point d'interrogation. Alors voilà, comment vous voyez un peu votre intervention dans notre institution? Et bon, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Comment est-ce qu'on peut accompagner ou non cet moment dans le cadre de l'institution, hein? C'est une question vraiment très ouverte. Je n'ai pas du tout de réponse, mais bon, voilà, comment vous envisagez ce temps-là? Alors, je vais d'abord répondre au premier élément, quelle a été ma réaction quand j'ai vu que la maman n'avait pas du tout parlé de sa maladie. Donc, pour moi, l'hypothèse qui en est ressortie, c'est que c'était probablement beaucoup plus difficile à vivre pour elle que ce qu'elle voulait bien en montrer, étant donné qu'on se dit si elle est capable d'en faire mention dans la cour de récréation, c'est qu'en fait ça va. Et dans le cadre de cet entretien, pas du tout. Et autre chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a créé un petit espace de rencontre un peu intime pour cet entretien. Et au milieu de la table, il y avait de quoi boire, du thé, de la tisane au besoin, un peu comme une cellule de crise. Les deux parents n'ont rien pris. Donc ces deux éléments-là m'ont fait me dire que c'était plus compliqué.
que ce qu'elle voulait bien montrer ou ce que la famille voulait bien montrer. Ensuite, le rôle de l'institution par rapport à ça. Alors, moi, j'essaie toujours de recentrer mon rôle à comment je peux faire pour accompagner l'enfant. Et dans cette situation, si pour accompagner l'enfant, pour que l'enfant aille bien ou vive au mieux la situation, je dois faire un peu d'élaboration avec la famille, et bien c'est quelque chose que je fais. Et si je vois que ça me dépasse et que c'est beaucoup trop complexe à mon niveau d'intervenir, et bien après je redirige vers l'extérieur. Je sais pas si j'ai répondu aux deux questions, mais est-ce que vous voulez une réponse plus précise peut-être? Non, non, pas du. Enfin, merci beaucoup pour l'échange, mais c'est vrai que c'est jamais. Je pense que pour les collègues qui nous écoutent ici, c'est jamais. C'est une question qu'on a toujours à se poser. Jusqu'où on peut accompagner une famille et un enfant dans l'environnement scolaire? Parce qu'on voit bien l'ambivalence, enfin, qui nous a été aussi relatée d'un enfant qui est à l'école, en même temps, veut être considéré comme un enfant. Alors là, comme un enfant ordinaire qui n'est pas un enfant orphelin, en quelque sorte, mais avec cette ambivalence où on a aussi une attention particulière. Alors, quand on est psychologue, on a une place singulière dans l'institution, on n'est pas en contact tout le temps avec l'enfant. Et donc, j'ai bien aimé l'expression que vous avez utilisée, je laisse la porte ouverte. Je trouve que c'est une belle expression dans notre place dans l'institution. Euh, voilà, donc ça suscite des interrogations, hein, toujours de jusqu'où on peut aller. Je pense que c'est une question qu'on a souvent, voilà. Et je ne sais pas si nos intervenants avaient quelque chose à en dire sur cette chose-là. Et juste une petite chose, vous avez parlé Finalement, vous avez créé un espace un peu différent en tant que psychologue avec ce thé que vous apportez. Mhm. Et je me dis, est-ce que vous avez voulu rendre l'espace un peu plus intime en quelque sorte? Et est-ce que c'est et finalement, la famille n'est pas rentrée dans cet espace en tout cas. Enfin, c'est une interrogation, hein. Voilà. Oui, il m'a semblé que la famille n'est pas rentrée dans cet espace et le fait de créer une petite zone comme ça un peu plus intime, c'était aussi au service des deux enseignantes hein, pour qui c'était très difficile. Et l'objet, c'était de pouvoir permettre à chacun, chacune de s'installer pour un petit moment et dans un espace peut-être moins dur qu'un bureau, avec un grand bureau qui séparerait vraiment la famille des enseignants et de moi-même. C'était pour favoriser l'élaboration, en définitive, voilà. Je voudrais encore relayer une dernière question parce que je vois que l'heure tourne et qui ouvre finalement vers d'autres réflexions. On a beaucoup parlé de l'enfant orphelin et la question vient interroger la perception par les pairs de la classe du décès d'un des leurs. Comment est-ce que ces enfants qui sont à côté, à qui on annonce ou qui perçoivent quelque chose, vont élaborer tout ça? On n'aura pas le temps de le développer ce soir. Mhm. Mais je trouve quand même la question intéressante parce qu'on focalise sur les personnes directement touchées, mais les vagues et les ressacs qui s'en produiront au sein de la classe, finalement, c'est quelque chose qui serait peut-être aussi à prendre en compte. Voilà. Alors, j'ai un exemple qui vient d'infirmière, donc qui me vient là. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais un des exemples qui avait été nommé, c'était suite au décès je crois, pas d'un enseignant, mais d'un élève qui avait choqué justement toute une partie du collège, en fait. Et pendant 2 jours, le proviseur et le CPE n'ont pas fait grand-chose. L'infirmière disait, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose avec l'assistante sociale, etc., avec la psy et tout ça, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Le proviseur ne semblait pas très intéressé et en fait, elles ont dit, bon, bah, en fait, elles ont pris sur elles et enfin, elles ont pas balisé, mais elles ont fait des choses, elles ont pris des temps et pendant une semaine, en fait, elles ont fait une permanence permanente pendant une semaine et en fait, ça a très bien fonctionné puisque du coup, en fait, elles ont créé du rite, elles ont fait des temps spécifiques. Euh,
en individuel pour certaines personnes les élèves qui voulaient venir que à 2, à 3, à 4 ou à 5, elles ont laissé faire. Donc, elles ont essayé aussi adapter. Et vraiment, elles ont tenu une semaine de permanence parce que c'était nécessaire selon elles, en fait. Donc, elles ont fait avec ce qu'elles avaient et comment est-ce qu'elles pensaient que c'était bien. Et après, elles ont poursuivi un suivi et un accompagnement un peu plus individuel avec certains et certaines qu'elles avaient identifiés, mais un peu plus dans le court et moyen terme. Et que là, en fait, l'ensemble avait été pris en compte dans le temps chaud. Et puis après, elles avaient pu individualiser un peu plus dans le court et moyen terme, en fait. C'est un exemple qui me vient là, mais c'est pas la vérité, ce qu'il faut faire exactement, mais c'est une des réponses. Je me permets peut-être, Nicolas, je ne sais pas si tu souhaitais aussi enchaîner là-dessus, mais puisqu'il y a des questions quand même sur les enfants, sur les représentations de la mort chez l'enfant, sur les rituels à l'école, etc. Aussi bien sur le portail quand même de la vie et la mort, on en parle, il y a des choses, évidemment. Cécile Flao a des travaux aussi. Il y a notre collègue suisse, Christine Fauer-Caputo, qui a quand même aussi œuvré aussi pas mal sur les questions de la pédagogie de la mort à l'école. Et que ça, c'est aussi des thématiques qui sont abordées par des francophones, en fait, et que ça peut être aussi des supports pour vous en tant que lecteur et lectrice, plus tard aussi sur des questions de comment est-ce qu'on peut penser la question de la mort à l'école au sens large. Effectivement, avant que Laurent conclue, je vais vous mettre quelques références dans le fil de discussion. Eh ben, peut-être c'est le temps de la conclusion, alors c'est ça ou pas du tout? Parce que je vois que les gens commencent à partir. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ces échanges à tous les intervenants. Je vois que les remerciements des spectateurs nous disent que voilà, c'était intéressant et passionnant comme toujours. Les psychologues, comme les enseignants, comme tout être humain, a besoin d'espace aussi pour aider au niveau des représentations, pour affiner sa professionnalité. Je crois que notre association, en tout cas l'AFPEN, permet aussi ces échanges entre professionnels, avec d'autres professionnels également. Et je crois que ce soir, c'est intéressant d'avoir comme ça la participation de gens qui ne sont pas psychologues et notre sociologue ce soir. A montré aussi finalement la complémentarité vraiment, hein. Ça, c'est très intéressant. Et souvent, les psychologues sont là pour dépsychologiser dans l'institution un certain nombre de représentations qui existent. Donc, un grand merci en tout cas à vous tous, un grand merci à la SFAP. J'espère qu'on aura éventuellement d'autres occasions d'échange. On mettra il y a déjà sur notre site internet au niveau de l'AFPEN un lien pour le portail La Vie, la Mort, on en parle. Donc, on continuera d'alimenter ce lien et je pense que, ou bien sur notre site, ou bien à travers le lien, on pourra avoir et tout le monde pourra avoir relire ou découvrir ce webinaire de ce soir. En tout cas, voilà, un grand merci à vous tous et bonne soirée, bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Et donc, Merci, effectivement, bonne d'ici soirée. quelques jours, le webinaire sera disponible en replay. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci, bonne continuation. Bonne soirée.